say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ça y est, les beaux jours sont arrivés avec les désirs d'évasion. Ce matin, on vous propose quelques idées d'escapade pour changer d'air et continuer à découvrir les trésors de notre région. Et pour en parler ce matin avec nous, Annabelle No, bonjour. Vous êtes gérante du train marin, une autre façon de découvrir la baie du Mont-Saint-Michel. Sylvain Brajol, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable production de la compagnie des Sentiers Maritimes. Vous proposez des randonnées thématiques. Et Michael Léjas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'hôtel Le Nouveau Monde. Cet été, pour vous, au programme, 2 escapades culinaires à bord d'un navire corsaire. Bienvenue à tous les 3. Alors peut-être avant d'attaquer dans le vif du sujet, en dehors de vos activités respectives, ça rime avec quoi pour vous, évasion, Annabelle No, personnellement? Quand je vous dis évasion. Évasion, ça fait tout de suite penser à voyage Ouais. et découverte. Et pour vous, s'évader, ça ressemble à quoi quand vous prenez vos vacances, par exemple? Décrocher complètement du monde du travail. Ouais. Faire un Exit rendez-vous. la baie du Mont-Saint-Michel. Et ouais, même si on travaille en vacances toute l'année, oui, c'est bien de voir autre chose. Quand je vous dis évasion, Sylvain Brajol, vous pensez à quoi? Évasion, c'est aussi le voyage, bien sûr. Après, c'est... Alors, moi, je travaille dans des séjours randonnés. Après, pour moi, ça peut être découverte de tout milieu, la montagne, l'évasion au sens général. Ouais. Comment vous conjuguez le verbe s'évader, Michael Léjas? S'évader peut avoir plein de biais différents, par la musique, par le cinéma, mais aussi par les sorties en famille, dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, des petites criques en bord de mer ou des endroits plus en ville. Voilà, l'évasion peut se faire aussi en centre-ville, parfois. Et je crois que pour vous aussi, l'évasion, ça rime avec photographie, non? Oui, bien sûr, ouais. C'est une de mes passions, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, c'est vrai que dès que je pars, j'ai toujours un appareil photo et j'essaie d'allier toutes mes passions. Ouais. Alors, est-ce que vous diriez que la Bretagne a tout pour plaire quand il s'agit d'évasion? On a un côté un petit peu chauvin dans l'émission. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Moi, je partage ce sentiment. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a tous les styles de paysages. C'est très varié, en fait. Nos côtes, on a aussi bien des falaises, des dunes. On a l'intérieur des terres avec les monts d'Arrée, même si c'est une montagne ancienne, mais ça reste une montagne, 300 mètres d'altitude. On a des très belles villes avec un patrimoine très riche. Donc c'est vrai que c'est très varié. On a vraiment tous les styles de paysages et d'architecture, de géologie. Voilà. Saint-Malo est la ville parfaite pour s'évader au quotidien, Michael Léjas. Parfait, je ne sais pas si le parfait existe, mais Saint-Malo a de gros atouts, bien sûr. Hein, une très jolie plage, une ville fortifiée, de la belle hôtellerie, et puis un arrière-pays très agréable, puis tout près de la baie du Mont-Saint-Michel, donc les circuits se font facilement. Mais oui, Saint-Malo a la côte depuis quelques années, avec ces grandes marées aussi qui viennent plusieurs fois par an, animer et attirer beaucoup de monde. Donc, de beaux atouts pour Saint-Malo. Et après plus de 10 ans à Saint-Malo, qu'est-ce que vous appréciez, vous, particulièrement? Alors moi qui suis originaire du nord de la France, on a vraiment mais on a des tempéraments communs, des gens pour qui la valeur travail est importante. Et après, les paysages sont différents, mais le caractère breton me va bien. Il faut passer parfois quelques armures, il faut les transpercer, mais une fois que c'est ouvert, l'accueil est chaleureux et voilà, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît dans notre région, Annabelle No? C'est quoi la particularité bretonne selon vous? Je pense qu'on ne peut jamais s'ennuyer en Bretagne. Ouais. Et la particularité de la Bretagne, c'est peut-être aussi le caractère attachant des gens, mais c'est pas particulier à la Bretagne. Je pense que les gens sont attachants. Eh bien, je crois que vous avez réussi le test de chauvinisme qu'on aime bien mettre tous les matins. On vous propose ce matin de découvrir aussi un domaine que vous connaissez peut-être, un incontournable de notre région. Réponse avec Evan, qui s'y trouve. Ah, si j'avais su, j'aurais pris mon maillot de bain. Bon, Arnaud, merci de nous accueillir au domaine des Ormes. C'est la première fois que je viens. Et justement, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaissent pas le domaine des Ormes, quel type d'expérience on peut vivre ici? Alors, ici, domaine familial, situé entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, créé par nos parents, parce que je co-dirige l'entreprise avec mes 2 sœurs, que nous avons repris il y a une vingtaine d'années.
Mes parents avaient créé cette entreprise de tourisme en 77, qui était d'abord un camping. Et petit à petit, on n'a pas su dire non au désir des gens. Donc on est arrivé finalement à ce que vous voyez là. Oui, il faut dire que ce n'est pas les idées qui manquent. Alors justement, Voilà. on est au cœur de ce dôme aquatique, ludique, qui a l'air trop fun, pour être franc. Comment vous avez eu l'idée de créer cette structure? C'était il y a 3 ans. Comment vous avez eu l'idée? Parce qu'en plein cœur de la Bretagne, c'est quand même assez insolite. Effectivement, c'est Center Park qui m'avait inspiré, parce que j'étais un rêve de gosse. J'avais vu ces premiers chantiers de Center Park en France il y a une trentaine d'années. Et je me suis dit peut-être qu'un jour, nous aurons les moyens de réaliser quelque chose à notre sauce, plus familial peut-être. Parce que c'est ça vraiment votre différence par rapport à des gros complexes, c'est ce côté familial, quoi. Du côté familial, on est accessible avec tout le monde et on essaie de répondre au mieux aux besoins de chacun. D'ailleurs, vous parliez de la proximité, ça veut dire que dans votre clientèle, il y a beaucoup de Bretons? Ce sont surtout des Bretons qui ont remplacé les grands Bretons qui nous ont quittés depuis la fameuse crise et qui vont revenir aussi. Donc maintenant, on a nos voisins du 35, 22, 29, Basse-Normandie également, qui vont être rejoints par les Anglais qui ont dit hey, on a fait une pause pendant 2 ans, mais on va revenir. Alors, on arrive devant votre piscine à vagues. Ça, c'est un peu le clos du spectacle quand on vient ici. Oui. Ça court pas les rues, les piscines à vagues en Bretagne, d'autant plus qu'elle s'est chauffée. C'est une demi-heure. Alors c'est chauffé, hein, c'est 27 degrés minimum pour la piscine à vagues, ainsi que la rivière qui, elle, démarre à 33 degrés. Mais la piscine à vagues, c'est une demi-heure d'agitation toutes les heures. Trop bien. Donc, c'est bien que- Et c'est bien sûr ouvert toute l'année. Pour terminer, pour accéder à ce dôme, il faut loger sur place. Oui. Et ça, vous avez des formules qui commencent à partir d'une nuit. On ne voudrait pas concurrencer les piscines publiques des alentours. Donc c'est exclusivement ouvert aux résidents qui ont réservé à l'avance et ça nous permet de gérer la jauge. Sinon il y aurait trop de monde. Et alors justement, pour résider ici, vous avez plein d'hébergements qui sont hyper fun et hyper insolites et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Peut-être avant, on peut peut-être faire un petit plongeon, non? Moi j'ai toujours mon maillot. Oui, sur moi. voilà, on va négocier. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. On va quitter le domaine pour prendre le train avec vous, Annabelle No, un train pas comme les autres. Quelle est la spécificité du train marin, même si on le sait déjà dans le terme? Alors déjà, c'est un tracteur et l'avantage de parcourir la baie en tracteur, c'est qu'on va peut-être un petit peu plus vite à pied. Ouais. Parce que dans la baie du Mont-Saint-Michel, la mer se retire jusqu'à 6 km du rivage et sur le temps d'une marée basse, il faut faire fissa et ça nous permet d'aller jusque dans les bouchots, c'est les barques à moules. Ça nous permet aussi d'aller relever une pêcherie traditionnelle. C'est un grand piège à poissons qui date du Moyen-Âge. Okay. Et puis on fait découvrir la baie ou une petite partie de la baie pendant 2 heures. Et quelles sont les activités que vous proposez justement précisément? Eh bien justement, Vous le voyez à l'image. là c'est la relève de cette fameuse pêcherie qui est une énorme nasse qui fonctionne avec la marée descendante, qui est encore une propriété privée aujourd'hui. Et sur un terrain public, donc c'est assez particulier comme structure et ça nous permet de manger du poisson frais toute l'année. Et c'est ça qu'on fait découvrir aux passagers. Alors justement, une de nos équipes, comme vous le voyez, vous a suivi il y a quelques temps. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Ce jour-là, c'est grande marée. À basse mer, l'eau recule à 6 km du rivage et l'estran va se découvrir sur 25 000 hectares, soit 2 fois la surface de Paris. C'est donc presque à sec qu'Annabelle fait une première halte devant ce curieux ouvrage, une pêcherie, propriété de sa famille. La baie n'en compte plus que 20, témoins du passé. Les seigneurs ont fait don des territoires maritimes au clergé et le clergé en a fait don aux familles les plus nécessiteuses. Donc à l'époque-là, il y avait plus de 20 familles à vivre d'une pêcherie. Elles avaient un côté hyper nourricier et même indispensable à la survie des gens dans le coin. Parce qu'il n'y avait pas encore la digue de la Duchesse Anne qu'on a longée tout à l'heure à la plage. Les terres, c'était que des marécages recouverts à chaque grande marée. Donc on ne pouvait rien faire pousser là-dessus. Il a bien fallu trouver une source d'alimentation quelque part, en mer. Drôle de prise parfois, mais pas de panique. Ces méduses sont inoffensives. La baie, elle, reste généreuse. Sole, turbo, bar, merlan, une quarantaine d'espèces de poissons fréquentent ces eaux.
C'est bon, c'est cher. Très cher. C'est désormais aux mytiliculteurs que la baie prodigue ses bienfaits. 1/5 de la production française de moules, dotée d'une appellation d'origine contrôlée, provient de ces parcs. Petite leçon devant les nurseries et ces cordages sur lesquels s'agglutinent des juvéniles. Elles naissent en Atlantique, elles sont rapatriées au printemps ici, mises sur cette zone qu'on considère comme la nurserie de la baie. Elles vont rester là quelques semaines. Mais l'élevage ne se termine pas ici. Il faut les emmener bien au large, autour des pieux de Bouchot, pour finir l'élevage afin qu'elles atteignent la taille commercialisable. Voilà pour ce reportage sur votre action sur le terrain. Annabelle No, est-ce qu'on peut savoir quel était ce poisson qui coûte cher et dont vous n'avez pas donné la réponse? Un turbo. Un turbo a raté la régie qui pensait que c'était soit un Saint-Pierre, soit de la Sole. Dites-nous, qu'est-ce qui plaît finalement aux touristes qui prennent ce tracteur? Je pense que c'est l'authenticité de la démarche, parce que on s'adapte tous les jours à ce qu'on voit et peut-être qu'en venant 2 jours de suite, ce ne serait pas le même discours. Et puis, je pense que c'est quand même la passion de la baie qui nous anime et on a envie de le faire découvrir. Est-ce que vous connaissiez tous les deux le train marin? Vous en aviez entendu parler? Jamais? Pas pour ma part, non. Moi, j'aime bien entendre ça. Ça veut dire qu'il y a encore Surtout des gens à avec aller les locaux. chercher. Justement, est-ce qu'il y a plus de Normands ou de Bretons sur zone? Ah, c'est vrai que je dirais 50-50 parce que j'aime bien demander s'il y a des Normands dans le train marin, s'il y a des passagers normands à se cacher dans le train pour les chambrer un petit peu quand même. Oui, il y a une petite guéguerre à chaque fois qui se joue. Et justement, les petites anecdotes que vous racontez tout au long de ce petit périple de 5 km, ce sont des choses qui vous ont été transmises, ce sont des choses que vous remettez à jour? Ah bah oui, les deux, parce que des choses qu'on m'a transmises, oui. C'est mon oncle qui a créé cette activité il y a 25 ans et on a toujours été bercés dans cette baie, issus de mytiliculteurs aussi. Mais on est obligé de se mettre à jour puisque c'est pas juste ancestral cette baie, il y a beaucoup d'activités contemporaines, oui, et ça évolue en permanence. Ouais. Et vous diriez que c'est lui qui vous a transmis, Philippe Renard, votre oncle, cet amour justement de cette région qui oscille à la fois entre un monde agricole, un monde maritime? Complètement, oui. Ouais. Oui. C'était sa folle idée et c'était une trop bonne idée et merci à lui de l'avoir eue. Et puis à la famille aussi, on est 50% agriculteurs, 50% mytiliculteurs. Donc ça aide. Michael Léjas, est-ce que c'est aussi ça, finalement, la force de notre région, cette capacité de Bretons qui ne sont pas forcément dans le tourisme, de lancer des choses qui innovent aussi dans le monde du tourisme? Oui, l'innovation est une source indéniable de richesse. Donc il faut, par le biais de ces petites mais qui deviennent grandes initiatives, arriver à faire découvrir la région de façon différente. Hormis ces circuits tout tracés, il faut sortir des sentiers battus, c'est un peu le cas de le dire. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, mais voilà, il faut Avec innover. Simon Brajol. Et chacun y trouve son petit plaisir, on peut y aller en famille, en couple, pour âges. petits et grands. Ouais. Tous les âges, on accepte vraiment tout le monde. Ça plaît à tout le Et monde. ça plaît à tout âge. On va rester dans l'univers maritime du train marin. On va passer à un navire corsaire où la gastronomie s'invite à bord. Michael Léjas, je le disais, vous êtes le directeur je me souviens plus du nom, du Nouveau Monde, excusez-moi. Quel est le programme avec ces 2 soirées qui sont assez exceptionnelles? Parce que ce n'est pas ce que vous faites habituellement. Non, pour fêter les 10 ans du Nouveau Monde, qu'on a fêté le 17 mai de la semaine dernière officiellement, on a eu l'idée de proposer à quelques clients privilégiés de sortir en mer et de déguster la cuisine de notre chef Jérôme Barbanson, qui est arrivé chez nous il y a maintenant plus de 3 ans. Et de faire cette sortie originale sur le renard sur 2 soirées, donc le 8 juillet et le 5 août. Alors il faut caser 2 dates précises dans cet été où le chef va œuvrer tous les jours auprès de ses équipes. Mais voilà, l'idée c'était de trouver un axe original pour faire découvrir cette cuisine. Cette expérience gustative sur un bateau. Et quelle est l'histoire de ce navire, peut-être, pour nos téléspectateurs? Alors là, vous me posez une colle, je connais Je pas vous posais trop une cette colle. histoire. Ouais. Donc c'est le dernier bateau armé en 1812 par le corsaire malouin Robert
Surcouf. Peut-être, est-ce qu'il y aura des adaptations pour accueillir justement la cuisine du chef sur un bateau qui, au départ, n'est pas fait pour ça? Oui, tout à fait. Le chef va réfléchir à un menu spécialement dédié à ces 2 soirées. Il ne va pas emmener sa carte, il va sans doute prendre quelques idées de sa carte actuelle. Mais l'équipement, le matériel et l'environnement de travail vont être très différents de ceux dans quoi il agit au quotidien. Donc voilà, il va concocter ce menu particulier pour la vingtaine de convives à chaque sortie. Et justement, pourquoi vous avez fait appel au chef Jérôme Barbançon? Vous le connaissez? C'est quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement? Oui, c'est notre chef de cuisine du restaurant Les 7 Mers de l'Hôtel Le Nouveau Monde. D'accord. Donc on collabore depuis maintenant plus de 3 ans. Voilà, donc, et on a totale confiance pour qu'il surprenne les personnes qui ont fait le choix de nous accompagner sur ces 2 sorties. Et c'est quoi le style de Jérôme Barbançon? Peut-être une idée de sa cuisine pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le chef? Alors, comme il œuvre au restaurant Les 7 Mers, donc on part sur une promesse d'évasion. Donc il a une cuisine gourmande et généreuse, très facile à lire. Donc, quand on lit une carte de Jérôme Barbançon, on sait clairement ce qu'on va déguster. Mais voilà, produits locaux avec des saveurs venues d'ailleurs, les 7 Mers. Voilà. Et une petite idée de la carte qui sera concoctée pour ces 2 dates? Pas encore. C'est lui qui voilà, dans son bureau, va décider de cela. Et, donc on le communiquera dès que possible. Mais là, pour l'instant, il n'a pas encore acté sur le papier ce qu'il va proposer. Réponse dans quelques semaines. Donc allez, on va marquer une pause. On part retrouver Evan qui s'est rendu ce matin au domaine des Ormes. Alors moi, Enfante, je suis prêt pour les vacances d'été. Philippe, vous continuez à nous faire découvrir le domaine des Ormes. Ici, il y a combien d'hébergements? Alors on va jusqu'à 800 hébergements sur le site, donc éparpillés sur 220 hectares. Donc voilà pour le domaine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé en visitant, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'être les uns sur les autres. Chaque hébergement a son petit coin, tranquille, on ne voit pas ses voisins, quoi. En effet, on a suffisamment de place. Et puis c'est assez particulier parce qu'en fait, on était avant tout un camping, donc on a 130 emplacements de camping. Et puis, comme derrière nous d'ailleurs. Comme derrière nous. Avec des petites pâquerettes. Donc en fait, il y en a un petit peu sur tout le terrain. Et puis on a aussi un hôtel, une résidence hôtelière, des mobil-homes plus classiques. Voilà, donc, et des hébergements insolites aussi. Alors des hébergements que nous avons conçus sur le site. Et voilà, donc là c'est l'œuvre de Arnaud voilà, qui a créé en fait différents types d'hébergements. Alors là on arrive dans cet espace où il y a plusieurs hébergements qu'on ne voit pas tous les jours. Je pense à cette roulotte. Alors ça on appelle ça le tonneau, parce qu'il y a bien sûr une forme de tonneau, il s'appelle le tube de l'été pour information. Alors voilà, donc c'est toujours beaucoup de recherche pour trouver des noms. Donc on a ce petit tonneau, mais qui est en capacité, il y en a certains qui sont un petit peu plus grands, qui peuvent accueillir une famille. Okay. Celui-là n'accueille plutôt un couple. Voilà, donc. Et alors, donc on parlait des hébergements insolites, les cabanes dans les arbres, vous en avez pas mal ici. D'ailleurs, le chiffre donne un peu le chiffre de nombre de lits perchés. Alors le lit perché, en fait on a 30 cabanes. D'accord, d'une manière générale. Okay. Et en fait, ça va des cabanes, comme vous pouvez voir celle-ci, ça s'appelle la cabane tribu. Alors tribu, pourquoi? Parce que c'est une cabane familiale, on y monte par des escaliers. Et puis en fait, on va en trouver d'autres, plutôt des cabanes tyroliennes, où on va, avec un parcours aventure, accéder à son hébergement. Et alors, vous parliez des noms tout à l'heure, il y a une cabane qui s'appelle la 7e ciel. Ah oui. J'ose demander pourquoi? Alors, vous osez demander pourquoi? Alors déjà parce qu'elle est très très haute, c'est la plus haute de nos cabanes, elle est perchée à 21 mètres de haut. Alors bien sûr, c'est une cabane pour deux, d'accord, pour peut-être découvrir le 7e ciel. D'accord, ça, on laissera les gens faire... ouais. D'accord, et alors, on va continuer d'ailleurs à avancer parce que c'est quand même très sympa, on avait envie de continuer à vous montrer le décor. Ici, on peut venir donc toute l'année et surtout il y a plein de gens qui viennent pour des séminaires. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est un super endroit pour venir passer du temps entre collègues. Oui, alors pas loin de la Bretagne, pas loin de chez soi. C'est ça, nos clients en fait posent leurs valises en séminaire, sont logés, sont restaurés et ont plein d'activités. Donc en fait c'est un espace en fait, voilà, qui leur plaît vraiment beaucoup, surtout dans la cohésion d'équipe. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Bon, on a même la petite cabane de Blanche-Neige. On a la cabane de Blanche-Neige. Alors ça, c'était le premier prototype. On appelle ça des cottage huts. Donc on en voit qu'aux Ormes parce que c'est ici qu'on l'a dessiné. Ici, c'est la première prototype. Et puis ensuite, on en a construit jusqu'à 39. On en a 39 sur le site de ce fameux cottage hut. Bon, et alors, pour terminer, on peut aussi venir se marier au domaine des Ormes, parce que comme il y a tellement d'hébergements qu'on peut venir avec toute sa famille. Alors, on peut venir avec toute sa famille, et puis en fait, on loue le manoir de Terre Rouge, qui est un manoir qui est disposé à peine 2 km des Ormes. Et là, en fait, on se marie. On aime bien participer
aux événements de nos clients et en créer des particulier. souvenirs. C'est ça. Et participer, d'être acteur dans leurs meilleurs souvenirs de leur vie, c'est quelque chose qui est important pour nous. Bon, et alors maintenant qu'on a pu s'amuser au Dôme avec les piscines, on a vu des super hébergements, il y a encore plein d'autres choses à faire, plein d'activités de loisirs. Et dans quelques instants, on se retrouvera avec Sonia, la sœur d'Arnaud, qui va nous présenter le centre équestre du Domaine des Ormes. À tout à l'heure et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure, on vient de voir des hébergements insolites. Est-ce que vous êtes adepte de ces hébergements qui sortent de l'ordinaire À comme titre Rachel? personnel, oui, moi j'aime bien. Vous avez déjà testé quoi, par exemple? Des cabanes dans les arbres, par exemple, des roulottes aussi. Voilà, c'est des hébergements que j'aime bien à titre personnel, avec mes enfants. C'est quelque chose qui Ça change de l'ordinaire. Oui, tout à fait. Et vous, Annabelle, déjà, Oui, déjà une testé. expérience un peu Je me suis particulière? rendu compte que j'avais le vertige, j'ai eu la trouille de dormir là-haut. Donc ils ont eu l'amabilité de nous donner une cabane sur l'eau. C'est un peu plus mon domaine. Michael Liudas, bon, Jamais testé. Jamais, oui. Non, jamais testé, mais ça doit être assez original. Et, Ça change un peu. Ouais, j'ai eu beaucoup d'échos très sympas. on va parler maintenant de l'un de nos plus célèbres sentiers côtiers de France, le GR34. Avec vous, Sylvain Bragel. Vous le disiez, vous êtes responsable production de la compagnie des sentiers maritimes. Déjà, quel est votre rôle? Parce qu'un responsable de production, ça veut dire quoi? Alors, mon rôle, c'est de créer et concevoir des nouveaux itinéraires. D'accord. Voilà, donc ça veut dire changer parfois, juste changer quelques petites choses qui pourraient être... qu'on pourrait parfaire. Ça peut être aussi créer des nouveaux itinéraires, des nouveaux défrichés en fait, créer un nouveau séjour accompagné ou créer des nouveaux séjours liberté. Voilà, c'est toujours partir soit d'une page blanche, soit vraiment modifier un itinéraire. Voilà. Donc vous êtes au taquet de la marche randonnée, vous connaissez tout sur le bout des doigts. J'essaye, je ne connais pas encore l'intégralité, parce que c'est quand même 2000 km de côte. Donc, mais bon, j'en connais une bonne partie pour avoir parcouru à pied ou à vélo près du GR34. Ou lors des visites, puisqu'on part en repérage, bien sûr, pour créer les itinéraires. On fait une grande partie de préparation au bureau, avec des cartes, en cherchant des informations. Et puis ensuite, on part sur le terrain, voir si vraiment ça correspond à ce que nos clients souhaitent comme séjour. Et justement, quelles sont les formules que vous proposez pour explorer ce sentier que vous le disiez, qui ne fait pas moins de 2000 km? Alors on a deux formules phares, on va dire. On a les séjours liberté. Donc ce sont pour des clients individuels. On leur réserve les hébergements, on a le transport de bagages entre chaque hébergement et on leur fournit un carnet de voyage et donc ils randonnent d'hôtel en hôtel. Donc ça c'est notre produit phare, c'est le Tour de Bretagne, donc, qui part de Granville, alors en Normandie. On va pas créer d'incident diplomatique. C'est ça, qui part de Granville et qui va jusqu'à Saint-Nazaire et qu'on a découpé en 22 séjours. Donc l'équivalent de 22 semaines. Donc il faut à peu près 22 semaines pour réaliser l'intégralité. 22 semaines et combien de kilomètres? 2000 km. Ah d'accord, c'est vraiment le GR34 quoi. C'est l'intégralité avec la partie Granville, Mont-Saint-Michel qui ne fait pas partie du GR34 mais qu'on a décidé d'intégrer. Donc ça c'est vraiment... c'est à la carte et puis c'est un temps plus court, c'est sur une semaine en général. C'est ça, une semaine. Après, on a des clients qui souhaitent 2 semaines, 3 semaines, on va combiner. On peut aussi les faire à la carte, c'est-à-dire des gens qui vont passer d'un séjour à l'autre, qui vont en enchaîner plusieurs. C'est vraiment à la carte. Et puis, on a aussi des clients qui ont réalisé l'intégralité du Tour de Bretagne, donc plusieurs groupes de clients sur plusieurs années. Alors, ils ne le font pas en une fois, parce qu'il faut 22 semaines. Mais on a été les voir d'ailleurs à La Roche-Bernard, à la fin de quasiment de leur tour. Enfin, on apprécie, on a vraiment un lien assez fort avec certains clients qui reviennent chaque année chez nous, puisque ça fait 30 ans que notre agence existe. Et c'est quoi leur profil justement de vos clients? Est-ce que ce sont des personnes plus âgées ou au final il y a aussi des jeunes qui ont envie je dirais que c'est le côté randonnée sans tout le sac, toute la logistique qui est compliquée. On commence à avoir ce type de clientèle, donc des gens effectivement peut-être 40 ans, qui décident de ne pas transporter le bagage parce que ça peut être vraiment un calvaire. Et donc effectivement, après on a une large partie de notre clientèle, c'est plutôt des gens de 50, 60, voire plus, même des gens de 90 ans qui viennent sur certains de nos séjours. Donc c'est varié, on a aussi des gens de 30 ans, 20 ans, etc.
Donc voilà, on a le Tour de Bretagne en séjour individuel et puis ensuite on a les séjours accompagnés. Donc là c'est avec un guide accompagnateur qui connaît très bien la Bretagne. On travaille avec un bon groupe de guides, une dizaine de guides à peu près qui connaissent sur le bout des doigts toutes les côtes. Et donc nos clients partent pendant une semaine sur le GR34 avec un guide accompagnateur, voilà, en formule tout préparé. Et souvent vos guides ils sont natifs du coin, ils connaissent bien la région? Alors une large partie, on va dire la plupart avec qui on travaille, sont vraiment bretons, sont sur leur territoire, etc. Mais on est amené aussi à recruter des guides qui viennent des régions de montagne. Voilà. Mais qui sont souvent amoureux de la Bretagne. Donc on les contacte, ils connaissent déjà la Bretagne parce qu'ils sont venus dans leur enfance ou ils reviennent régulièrement. Et ça leur plaît parce qu'il y a... C'est des paysages, comme je le disais, variés. On a des falaises, on a de la montagne, on va dire. Donc ça leur plaît aussi. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait se dire il suffit de chausser ses chaussures pour aller faire de la randonnée. C'est quoi vos atouts finalement, hormis l'hébergement et la logistique des sacs? Alors, ça fait partie. Le transport des bagages, c'est vrai que c'est un point essentiel. Aussi, la gestion, si vous voulez, c'est pas comme le Saint-Jacques de Compostelle, voilà, où c'est très facile d'organiser son voyage puisqu'il y a des refuges tous les 10 km. Le transport de bagages, c'est très simple. C'est pas du tout le cas sur le GR34 puisqu'on n'a pas des hébergements tous les 10 km. Parfois, il y a des grandes zones blanches. Nous, on appelle ça nos zones blanches. Je pense au Finistère Nord, par exemple. On va pas avoir d'hébergement. On va pas forcément trouver des taxis pour transporter les bagages. On va pas forcément avoir de restaurant. Donc, c'est là où tout notre savoir-faire. Du coup, vous créez des hébergements sur place? Non, mais on va faire des systèmes en fin de randonnée. On va venir chercher les clients en fin de randonnée avec un taxi, les ramener au point de départ, etc. Et puis, on a aussi nos carnets de voyage qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire, on propose une carte IGN avec le tracé et aussi notre propre reconnaissance pour que nos clients ne se perdent jamais. Et quelles sont les portions du GR34 qui sont les plus plébiscitées? C'est quoi le top 3? Le top 3, alors c'est Côte de Granit Rose, la presqu'île de Crozon et puis Belle-Île-en-Mer. Mais voilà, nous on essaie de proposer autre chose parce que c'est aussi des zones où c'est saturé. Voilà, il y a beaucoup de gens sur le terrain. On trouve difficilement des hébergements. Et puis je trouve qu'il y a une telle variété de paysages. Il y a plein d'autres endroits en Bretagne qui sont tout aussi beaux et méconnus. Donc c'est ce qu'on essaie de pousser aussi. J'imagine qu'en tant que gérant de l'hôtel du Nouveau Monde, vous avez foulé quelques kilomètres du sentier des douaniers puisque vous êtes juste à côté. Non. C'est pas trop votre truc, la randonnée? C'est vrai que c'est pas mon truc, c'est que j'aimerais avoir un peu de temps pour le faire, mais pas beaucoup de temps. Puis quand j'ai un peu de temps, j'essaie de le passer en famille et avec des ados. Les randonnées, c'est pas encore trop leur credo. Plutôt adepte des randonnées ou pas, Annabelle No? Un petit peu, on peut pas dire qu'on soit des grands randonneurs chez nous, mais oui, de temps en temps, quand on part en vacances. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur la randonnée, côté un peu sportif ou pas? Non, parce que ça va, vous trouvez nous, on a une clientèle très large, très variée, donc on n'a pas forcément des randonneurs aguerris. On n'a pas une clientèle de randonneurs justement qui vont porter leur sac. C'est ouvert à tout le monde. On a des niveaux, on les classe en niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et on a des gens, comme je vous disais, des personnes de 90 ans qui viennent randonner avec un guide, qui ne sont pas des grands randonneurs, mais qui vont réussir à faire une balade de 3-4 heures. C'est ouvert à tout le monde finalement. Du moment qu'on puisse marcher 3-4 heures, on peut aller sur les chemins du GR34. Il n'y a pas du dénivelé partout. On parlait de Belle-Île, Crozon par exemple. Bon, il faut un certain niveau de marche parce qu'on descend, on monte, il y a du dénivelé. Mais vous allez le long du golfe du Morbihan, ou à Roscoff, ce sont des balades accessibles à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts finalement. Oui, tout à fait. Et vous, ce Tour de Bretagne, vous l'avez fait là, si vous calculiez toutes les petites randonnées ou pas? Je ne pourrais pas les calculer. Après, on fait beaucoup d'allers-retours en plus avec les repérages. J'en ai fait une partie, mais pas l'intégralité. Un jour peut-être. Je l'espère pour vous. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté du domaine des Ormes où nous attend Evan pour la dernière étape de sa visite. La dernière étape de notre visite au domaine des Ormes, ça se passe avec vous, Sonia. Merci de nous accueillir au milieu des chevaux. Avec plaisir. Donc vous êtes, pour la petite histoire, on parlait d'histoire de famille, vous êtes la sœur d'Arnaud qu'on a vu tout à l'heure. Et vous allez nous parler des activités qu'on peut vivre au domaine des Ormes, notamment ce centre équestre. On voit, il y a pas mal de chevaux derrière nous, il y en a un là, il y a pas mal de poneys. Qu'est-ce qu'on peut venir faire ici? Il y en a vraiment pour toute la famille?
Alors ici, on a plusieurs activités. Le centre équestre, qui est un des gros clubs de la région, qui fonctionne en tant que tel. Je vais vous réexpliquer juste après. Le golf et puis les activités pour les touristes et le camping. Donc le centre équestre a comme particularité d'être au service du site, en fait, des gens qui sont résidents sur le site, qui peuvent venir ou faire des promenades, prendre des cours, faire des stages, venir avec leurs chevaux en vacances. Aussi bien pour Ça, les enfants que pour les adultes. Enfants, adultes, toutes disciplines qui sont un peu classiques à cheval, que ce soit le concours hippique ou le concours complet qui est notre spécialité. C'est-à-dire qu'on a un terrain de cross assez important que le site nous permet d'avoir parce qu'on est grand, vaste et donc... Et justement, vous parliez d'ouverture à l'extérieur quand il y a ce genre de concours, des compétitions. Alors là, tous les locaux peuvent venir. Voilà, c'est un centre équestre à part entière ouvert à la clientèle locale et à nos membres. Et il y a combien de chevaux? On a 90 chevaux et poneys. Ah oui, donc il y a de quoi faire. Donc on a des Shetland, des ânes jusqu'au cheval de trait. Alors on parlait des autres activités, celles qui sont plutôt destinées aux vacanciers. C'est pas ce qui manque non plus, mais si on devait en choisir quelques-unes. Alors on a l'alter ego déjà du centre équestre, c'est le golf. Le golf est un club également qui est classique, qui travaille et avec nos touristes et avec la clientèle locale. C'est-à-dire qu'on a 500 membres quasiment. Donc, 18 trous. 18 trous, c'est un club à part entière avec ses équipes des de super compétition. Des golfettes, des compétitions que l'on organise, des équipes qui partent à l'extérieur. Donc ces deux clubs, centre équestre et golf, sont comme tout club de la région, intégrés dans la région et ouverts aux touristes. C'est cette particularité de chaque. Et puis après, dans le site, nous avons plein d'offres donc pour les résidents du site. C'est exclusivement dédié aux résidents du site. Parcours aventure dans les arbres, on vient de le refaire. On a un très gros parcours. Tout neuf, tout récent, qui fait le tour du dôme d'ailleurs. Avec des super tyroliennes. Ouais, J'ai vu qu'il y avait aussi continue. du téléski nautique. Du téléski nautique, tout à fait. On peut faire du ski nautique, alors de la bouée ou du wakeboard. Il y a plusieurs possibilités pour faire toujours enfants et parents. Tout ce qui est activité familiale, on va avoir le mini-golf, le tir à l'arc, le lancer de hache. Pour les gens qui ont envie d'un petit peu de... C'est plutôt sympa. Et tout ça dans un cadre, on le voit derrière nous, avec l'étang, avec ces champs, les petites pâquerettes complètement bucoliques. C'est bien la preuve qu'on peut être breton et finalement venir s'éclater et passer des vacances en Bretagne à côté de chez soi. Bah oui, visiblement. Pourquoi pas, ça donne envie. Bien sûr, on a beaucoup de locaux qui viennent passer leurs vacances ici, c'est très dépaysant. Et puis on a un mélange de clientèle sympa qui fait que parfois on se sent un peu en Angleterre, un peu aux Pays-Bas. On voyage en même temps. On voyage en même temps et on profite de la nature, mais une nature qui est équipée et qui est pleine de possibilités d'activités. Bon bah voilà, Enfante, je t'attends pour les vacances d'été, je reste ici et je te laisse me rejoindre. Merci beaucoup. On a encore un petit peu de boulot, Ivan. À bientôt. Avec chacun vos expériences, j'avais une question qui m'a traversé l'esprit. Qu'est-ce que recherchent finalement aujourd'hui le plus les vacanciers, Annabelle Nou? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des attentes particulières? Je ne peux pas vous dire si ça a changé parce que j'ai que 5 ans de recul, mais je pense que les gens sont en recherche d'authentique. Ouais. Et le tourisme de masse, on y revient, quoi. En tout cas, me concernant, ce n'est pas du tout un objectif. Et comment ils connaissent l'existence du train marin? Parce qu'on s'active énormément sur la communication, c'est le nerf de la guerre, je pense, pour tout le monde. Comment ils nous trouvent? Les locaux, beaucoup le bouche à oreille, et puis les médias tels que vous, c'est génial. Quelles sont les attentes des clients aujourd'hui, Michael Liejas? Alors, de nos clients, c'est de se laisser faire. Voilà, ils arrivent chez nous, ils posent leurs valises, et de passer un bon temps. Du bon temps, de la détente, du service, de la qualité de service et de se laisser faire, de déguster des bons plats, de boire des bons cocktails et de dormir face à la mer. C'est un beau programme déjà, je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal. Sylvain Brajol, c'est quoi le petit plus? C'est toujours le cadre, l'originalité, l'amour du territoire. Qu'est-ce qui... Je pense que nos clients viennent chercher un dépaysement, un côté sauvage de la Bretagne, parce que une grande partie de nos clients viennent des grandes villes de France, donc ils viennent chercher une authenticité également, et puis un dépaysement, une envie de nature, de côté sauvage, et puis un côté également tout préparé, tout organisé. Ils posent leur cerveau et puis ils randonnent librement, voilà, ils profitent. Ça arrive parfois qu'ils aient déjà fait une partie du GR34 et qu'ils décident de venir dans votre compagnie? Bien sûr, bien sûr, ouais. Parce qu'ils ont trouvé ça compliqué de le faire exactement, seul. Exactement, ça arrive très régulièrement parce que c'est compliqué d'organiser un séjour itinérant où il faut réserver plusieurs hôtels, plusieurs transferts de bagages, trouver des restaurants, trouver les cartes, etc. C'est quand même
beaucoup de travail. Mhm. Ouais. Et comment on prépare la saison? Parce que j'imagine que vous êtes tous un peu dans les starting blocks, parce que ça va bientôt arriver telle une masse humaine. Comment on prépare ça? Annabelle No. Il n'y a jamais le petit stress de bon, il va falloir y aller, tout donner pendant 2 mois, parce que vous serez tous les 3 pas en vacances pendant ces vacances. Ouais, le stress, ce serait plus technique, mécanique, parce que on a trop envie de revoir les gens. Ouais. Ouais. Et la météo, c'est quelque chose que vous redoutez ou ça va? Pas du tout. On s'en occupe plus de la météo. On est habitué à se faire arroser à toutes les sauces, alors qu'on ne se fait pas plus arroser qu'ailleurs, mais non, pas du tout un stress. Comment on prépare la saison dans un hôtel? Michael Liejas. On la connaît bien cette saison, maintenant depuis 10 ans au Nouveau Monde, donc on la maîtrise plutôt bien. Ouais. Après, on la prépare en étoffant un peu plus les équipes, bien que ce soit désormais un peu plus compliqué que les années précédentes à l'issue du Covid. Mais voilà, après on maîtrise notre outil, on maîtrise nos procédures, donc on attend les clients et on sait qu'on va effectivement pas relever la tête jusqu'après le départ de la route du Rhum. Les balades sont déjà bookées pour vous? Oui, nous, une grande partie de la saison est déjà bien entamée. Ouais. Donc ça nous rassure aussi par rapport aux 2 dernières années où c'était compliqué. Un peu compliqué comme pour tout le monde. C'est vrai que là, on prépare beaucoup plus en amont, donc c'est plus facile. On sent que la saison est très très bonne. C'est une excellente année pour nous, la meilleure même. D'accord. Mais voilà, on est bien équipés, on est bien organisés, on a les équipes aussi, donc voilà, on est parés. On sent que vous pratiquez tous un petit peu un métier passion. C'est vraiment ça le terme pour vous, Annabelle No? Ah oui, ça pourrait pas être autrement. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît au quotidien? Parce que ça doit être quand même une sacrée énergie d'emmener, raconter. On le sent pas parce que déjà je suis née là et j'ai toujours été baignée dans l'aquaculture et le tourisme un peu moins. C'était pas prévu au programme, mais de faire découvrir ce qu'on aime et ce qu'on connaît, c'est juste magique. De se lever le matin et de se dire waouh, le bureau est vraiment chouette. Ouais. Michael Liejas. La passion, c'est le maître mot, effectivement, je pense, de nos métiers. Si on n'a pas cette flamme qui vit en nous au quotidien, c'est difficile. On accueille un certain volume de clients au quotidien et à l'année. Et on emmène avec nous des équipes qu'il faut motiver pour qu'elles puissent s'épanouir et servir au mieux nos clients. Donc il faut avoir la passion parce que chaque jour se suit mais ne se ressemble pas. Et si on n'a pas la passion, ça devient très compliqué. Ouais, on sent que vous auriez pu nous parler du GR34 pendant plusieurs heures. C'est possible. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement, vous, au quotidien, dans votre métier? Alors moi, c'est la passion du voyage. Avant même le GR34, c'est la passion de voyager. Je n'ai pas toujours travaillé sur la Bretagne, mais toujours la passion du voyage, la passion aussi de satisfaire nos clients, c'est-à-dire de faire des séjours que moi-même, j'aurais rêvé faire à leur place. Donc c'est vraiment cette passion de satisfaire le client, de voyager, de randonner dans mon cas. Voilà, c'est la découverte. Ouais. Et ce sera quand pour vous les vacances? On se demande toujours parce que quand on est touriste, on se dit tiens, c'est super, mais ce sera quand? C'est toute l'année. Ouais. Non. L'hiver. Ouais, c'est plutôt l'hiver que vous privilégiez. Oui. Quand tout le monde est au travail, c'est là qu'on part. Vous aussi, Michael Liejas On essaye, je suis bien épaulé, j'essaye malgré tout, à la fin du mois d'août, de prendre un peu de vacances. Et puis après, ce sera un peu plus, après le départ de la route du Rhum. Voilà, on a hâte aussi. C'est bien, Brajol. C'est comme Michael, en fait. Maintenant, on est un peu mieux organisé, donc j'arrive à prendre quelques vacances au mois d'août et ça fait du bien. Voilà, c'est nécessaire. Eh bien, merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. Vous êtes formidables. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain à la même heure et au même endroit. Bonne journée. Dance for me,